Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Henri de Romrée, qui est administrateur délégué et Deputy CEO de IBA. IBA, c'est une entreprise qui met la physique appliquée au service du vivant et de l'humanité. C'est une entreprise ancrée dans sa raison d'être, qui est Protect, Enhance and Save Lives, et qui le fait en étant déployé dans des domaines tels que le traitement du cancer avec la protonthérapie, la médecine nucléaire, la stérilisation et la dosimétrie. Fortement implantée en Belgique et active internationalement, elle connaît une croissance soutenue avec un chiffre d'affaires supérieur à un demi-milliard d'euros et plus de 2200 employés. Son engagement durable s'inscrit dans le cadre de B Corp, exigeant une forte cohérence mission, valeurs, pratique. Vous constaterez qu'Henri est quelqu'un de profond, qui est capable de douter et qui est mu par des valeurs radicalement humanistes. Avec lui, nous parlerons de santé organisationnelle, de robustesse, d'intelligence collective, de son hygiène de performance personnelle, de congruence, carrément même d'amour radical et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Je suis Henri de Romrée, je suis administrateur délégué et Deputy CEO chez IBA. Quelles ont été les grandes étapes de ta carrière qui t'ont amené là, Henri? En fait, j'ai eu un premier chapitre de ma carrière qui était un chapitre comme consultant en stratégie chez McKinsey, basé en Belgique, avec un portefeuille de clients international. On y reviendra hein, avec une focalisation essentielle pour moi qui était sur l'aspect plus humain Oui. de notre pratique de consultance. Euh, et ensuite, j'ai eu un deuxième chapitre important qui a été mon engagement à la Poste belge, chez Bipost, avec plusieurs rôles exécutifs en Belgique et aux États-Unis. Et puis un troisième chapitre que je suis en train d'écrire ici chez IBA. Oui. Et en termes de formation, donc tu as une formation en business à la base? Oui, donc moi j'ai fait une formation qui est très générale en fait, et c'est pour ça que je l'avais choisi à la base. C'était pour son côté multifacette. Donc j'ai la chance d'être diplômé de Solvay, où j'ai pu faire le cursus qu'on appelait ingénieur commercial à l'époque. Euh, et puis au travers de ma carrière, j'ai toujours cherché à développer une meilleure compréhension des dynamiques humaines. J'ai eu l'occasion de me former euh, dans une formation qui s'appelle Consulting and Coaching for Change à l'INSEAD, qui était vraiment très intéressante. Et j'ai eu l'occasion de me former aux bases de l'analyse transactionnelle aussi. Euh, une fois de plus, toujours avec ce souci de pouvoir comprendre comment peuvent s'articuler les dynamiques business et les dynamiques humaines. Oui. Donc, dans ton rôle de Deputy CEO, c'est une fameuse corde à ton arc, ça, cet aspect humain. C'est soit une corde à mon arc, soit ma manière de travailler sur mes convictions et mes forces. Oui. Euh, je côtoie, j'ai côtoyé beaucoup de dirigeants. Mon premier angle, c'est un angle qui est effectivement plus un angle dans le cœur, dans l'humain, qui essaye de mobiliser au mieux en fait les forces en présence dans l'organisation. Est-ce que tu dirais que dans ta carrière, là, avec les trois étapes, il y a eu un moment pivot, un moment d'accélération, un moment qui, s'il ne s'était pas passé, ne t'aurait pas permis de faire ce que tu as fait? Je pense certainement qu'à un moment pivot, c'était à peu près après 3 4 ans chez McKinsey, où en fait euh, j'avais un peu suivi un parcours typique de jeune loup dynamique. J'avais commencé d'abord dans une boîte de conseil, et puis j'avais été Chief of Staff de Pierre Franco chez Euroclear, et puis j'avais rejoint McKinsey, et j'étais en train de courir derrière la prochaine promotion euh, en grande recherche de validation. Et quand je l'ai obtenu quelque part, ça a été un moment où j'ai dû reconnecter quelque chose qui était vrai pour moi plutôt que des signes de reconnaissance externes. Et, euh, et c'était aussi un moment où, en fait, chez McKinsey, on était invité à comprendre comment on voulait contribuer à apporter quelque chose de différent et de nouveau par rapport aux autres membres du cabinet.
Et donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai choisi en fait de tourner ma pratique vers ce qu'on appelait performance and health, hein, c'est un peu la nouvelle notion de robustesse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut amener de la performance, mais en le faisant de manière robuste et saine, en mobilisant l'organisation, les individus, les équipes, la culture à bon escient. Ah oui. Et, euh, et, 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 et concomitamment, en fait, est arrivée la crise financière de 2008. J'ai eu l'occasion de travailler avec un client qui vivait une crise financière aiguë. Mais derrière la crise financière, il y avait vraiment une détresse humaine très importante, de gens qui avaient donné leur vie pour une boîte, qui était au bord de l'effondrement. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de travailler dans ce qu'on appellerait maintenant d'intelligence collective, de travailler avec ces 150 cadres, avec tous les benchmarks, les données, les références que McKinsey pouvait apporter, mais en mobilisant les équipes. Et ça, pour moi, ça a été ce moment-là, ces 2 années-là, ça a été vraiment très formateur pour moi et ça m'a permis de me forger des convictions, pas tellement que je suis persuadé d'avoir raison, mais plutôt une conviction dans le sens de qu'est-ce qui marche pour moi comme manière de m'interfacer, de fonctionner avec des organisations. C'est ça, c'est là que tu as connecté quelque chose de très personnel à ton travail. Voilà, Ah, voilà. et cette notion de santé organisationnelle dont tu as parlé, tu peux expliquer de quoi il s'agit? Et toi, moi, on sait qu'il y a des tas de manières de le regarder. Je pense que à l'époque où j'avais une manière un peu normée de regarder les choses, mais c'était une moyenne entre euh, la qualité des pratiques managériales de base, c'était la qualité et la quantité en matière de talent, et notamment en termes de talent de leadership. C'était aussi la qualité de la vision, du narratif. C'était aussi comme un outcome la moyenne de l'engagement. Euh, et, et, euh, et un élément qui pour moi me semblait assez essentiel, c'était aussi la capacité de résoudre un peu l'imperfection économique qu'il y a dans beaucoup de systèmes, c'est permettre de créer une adéquation entre euh, les unités de génie disponibles et les besoins d'unités de génie. Parce que dans ce cas-là, en fait, quelque part, j'ai vécu des moments assez émouvants où quelqu'un qui était tout à fait sous le radar des équipes managériales et de l'équipe de consultants m'ont sorti des plans géniaux de leur tiroir, des idées absolument merveilleuses et qui ont permis de vraiment faire la différence. Et donc moi, je mets ça dans le paquet de la santé organisationnelle. De manière plus importante pour moi, et on en reparlera en matière de conviction ou de choses qui pourraient pour moi me choquer, c'est être sûr qu'on construit quelque chose pour la durée. Mhm. Être chose qu'on construit quelque chose qui est robuste, qu'on ne vit pas d'expédients, qu'on ne construit pas quelque chose qui se fait aux dépens de l'organisation. Waouh, c'est très profond ce que tu dis là. Et on parle beaucoup aujourd'hui de cette robustesse, hein, c'est un thème assez nouveau, ou en tout cas un terme assez nouveau dans les organisations, qui tourne aussi autour de la sustainability et de faire les choses avec responsabilité et pas en optimalisant uniquement pour le court terme, hein. Tout à fait, Oui, oui. tout à fait. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Moi, j'ai pris beaucoup de gens. Je devrais presque leur envoyer une lettre. Ça m'émeut de penser à ça. Et donc, euh, dans ma pratique de consultant, j'ai l'occasion de rencontrer vraiment des grands patrons dans le sens large du terme, hein, des gens qui avaient des têtes bien faites et des cœurs énormes. Je peux pas tous les citer. Je crois que je ne peux pas d'ailleurs les citer, mais il y en a certainement dans ce groupe de CEO que j'ai l'occasion de servir qui m'ont certainement beaucoup appris. Je pense qu'il y a des personnes qui m'ont comprise et qui m'ont beaucoup aidé sur mon parcours. Je pense par exemple quelqu'un comme Pierre Gurdjian, qui Ah, était le patron du bureau de McKinsey à l'époque, euh, euh, qui m'a euh, qui m'a éclairé une partie qui a éclairé une partie du chemin pour moi. Donc si je devais citer vraiment une personne, je pense que je le citerai lui comme une personne importante. Une chose que je veux aussi mentionner et que
je ne veux pas oublier, c'est que euh, on ne fait rien tout seul. Je pourrais citer la longue liste euh, des juniors avec lesquels j'ai travaillé ou des collaborateurs avec lesquels j'ai bossé ou les membres de mes équipes qui m'ont toujours en fait permis d'évoluer. Parce qu'en fait, dans leur regard, j'ai vu des choses qui me manquaient, j'ai vu des choses que je faisais bien, j'ai pu aller chercher des compléments. Euh, et donc, quand on parle de personnes qui auraient pu m'inspirer ou qui auraient pu me faire pivoter, il y a certainement un bon 60-70% qui vient des personnes qui ont travaillé avec moi dans mes équipes Oui. et euh, qui m'ont permis de bouger, de m'adapter, de pivoter. Ah oui, oui. Tu parlais de Pierre Gurdian et tout ce que tu as expliqué sur les pratiques organisationnelles, etc. Je trouve que c'est intéressant. On a tendance à stéréotyper ces grands bureaux de consultants stratégiques comme étant des gens uniquement intéressés finalement par la finance, les chiffres et très froids. Or, pour avoir rencontré Pierre, c'est exactement l'inverse. C'est des gens qui ont une vraie compréhension de l'humain, une vraie attention à l'éthique et à l'humain. Donc je trouve que c'est intéressant comme on peut projeter des stéréotypes. Alors c'est peut-être des exceptions, hein, mais comme dans ces bureaux-là, on trouve des gens qui ont une vraie intention très noble vis-à-vis de l'humain, de la culture des organisations, et sont loin de ce stéréotype de gens uniquement intéressés par les chiffres et le pognon. Le- le- Tout est connecté et on est malheureusement poussé, et je dis malheureusement, ça demande un effort de toujours faire du et. Ah, Et le mon donc, Dieu. Oui. et donc moi je crois très fort au et, même si je trouve que de temps en temps faire du ou, c'est reposant. Et donc, il y a pas d'impact positif qui n'est dans la durée, qui ne serait que financier ou qui serait que humain. Et on peut pas faire fonctionner les entreprises sans rendement, Oui. euh, mais on peut pas faire du rendement aux dépens de. Oui. À ce titre-là, moi, je suis parfois un peu déçu quand on parle de robustesse, qu'on a tendance à l'opposer systématiquement à la performance. Moi, je préfère aussi le monde du et, disant, ben, il faut une performance qui est amenée par des systèmes robustes. On définit la performance comme étant capacité à faire ce qu'on a souhaité faire ensemble. C'est ça, être performant. Donc, j'aime pas toujours non plus cette opposition. La robustesse et la performance ne doivent pas être des choses nécessairement opposées, je pense. J'ai- la personne avec laquelle j'ai eu la plus belle discussion sur ce sujet, c'est un grand syndicaliste qui avait pas de formation universitaire, pas de formation en économie, et qui et avec lequel on avait pu se mettre d'accord sur le niveau de rentabilité raisonnable en disant, mais dans le fond, euh, si on veut que la société soit robuste, elle doit pouvoir générer un certain niveau de rentabilité, de productivité, de performance. Donc lui, leader syndical, était tout à fait conscient de ça. Et même un vrai soutien à partir du moment où ça se faisait dans de bonnes conditions. Ce serait trop simple de lâcher une des deux contraintes. Oui, c'est un autre bel exemple du monde du et. Hein. C'est pas parce qu'il y a d'un côté quelqu'un plutôt du côté des patrons, de l'autre du côté des syndicats, que Ouais. nécessairement il faut s'opposer dans les visions des choses. Euh, Quelles sont les convictions qui sont les tiennes, Henri, riche de ce parcours? Ah, donc, moi, je suis quelqu'un qui doute énormément et qui me pose beaucoup de questions, tu le sais, donc j'ai toujours du mal à établir des convictions fortes. Il y a des choses que je sens, donc si je devais faire un gimmick un peu fort, je dirais que leadership is an act of radical love. Je pense que c'est compliqué de prendre soin du marché final d'une entreprise, des clients d'une entreprise, de l'entreprise elle-même, euh, des collaborateurs, si ça ne vient pas d'une démarche de cœur, en fait. J'ai vraiment cette conviction. Euh, et comme tu vois dans la discussion, moi j'essaie de pas plaquer ça comme une vérité cardinale, mais plus de dire c'est quelque chose qui marche bien pour moi et j'espère marche pour les gens qui m'entourent. Euh, et quand je dis radical love, c'est que euh, j'ai eu une très bonne discussion un jour avec quelqu'un qui s'appelle Satish Kumar et qui disait ben, finalement le love is easy.
but radical love is the journey. Et là-dedans, qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? C'est que un fournisseur qui est pénible, euh, un client qui est en crise, une négociation de contrat qui est difficile, comme on en vit tous les jours, je pense qu'il faut toujours reprendre une posture ouverte, généreuse, à l'écoute pour pouvoir sortir de la difficulté. Une fois de plus, c'est ce qui est efficace pour moi. Et parce qu'évidemment, aimer les gens qu'on aime et se sentir bien avec eux, ce serait un tout petit peu trop simple. Euh, une autre conviction, pour moi, c'est que la mise en mouvement, l'action et le travail sont pour moi des valeurs importantes. Euh, Mes enfants te diront qu'ils m'entendent dire 4 fois par semaine que le travail ne déçoit jamais. J'aimais bien Obama qui disait à la fin Get things done. Il y a, je pense, cette notion d'humilité, d'être capable de se mettre au travail. Euh, C'est l'action, c'est le sens porté par l'action, le fait d'être en action. ouais. Oui. Et l'effort, le travail et l'effort. L'effort, Je oui. pense que je pense que ça reste quelque chose de très important. Une autre chose qui était pour moi, qui était aussi pour moi assez importante, c'est l'idée de dire que euh, toute forme de frontière, de silo, euh, de création, de délimitation entre des parties prenantes, pour moi reste quelque chose d'assez artificiel. Et qu'en fait, on est tous connectés et on est tous solidaires, dans le sens large de solidaire. Et donc, une fois de plus, dans la manière dont on traite des clients, la manière dont on traite des fournisseurs, la manière dont on traite des investisseurs, il faut rester dans une solidarité dans le sens large de solidarité. Euh, voilà. Et un des derniers trucs qui essaie de me mobiliser, mais c'est pas très populaire, ou en tout cas c'est pas toujours très populaire, c'est l'idée de faire du mieux plutôt que du plus. Je trouve qu'on est dans une société qui ne fait même pas l'apologie du plus, mais assume le plus comme étant quelque chose de fondamentalement bien et sans limite. Et ça ne résonne pas pour moi. Je pense qu'on devrait faire attention à faire un peu de assez de temps en temps, parce que j'ai parfois peur que cette logique du plus se fasse aux dépens, soit de la planète, soit des humains qui l'habitent, soit des deux. Tu mets en cause la notion de croissance. Je crois très fort dans la beauté de la croissance parce que euh, le côté économiste en moi sait que le fait d'avoir des projets, le fait de construire des choses nouvelles, le fait de prévoir l'avenir et de créer du bien pour le commun, crée de la croissance et que cette croissance en retour euh, crée du bien. Par contre dans quoi je ne crois pas, par exemple, c'est euh, le fait de faire du profit pour du profit, le fait de servir des besoins qui n'en sont pas. euh, et donc je pense que en fait créer de la croissance, c'est un acte qui nécessite, comme beaucoup de choses dans la vie, de poser un acte conscient. Et une des choses qui me mobilise chez IBA et pour lequel j'admire beaucoup la société, c'est que euh, quand on fait plus de IBA dans le monde, c'est plutôt bon pour le monde, et que moins de IBA dans le monde, c'est moins bien pour le monde. Et voilà. Et donc je trouve que ça fait partie des questionnements qu'on doit tous avoir, ou en tout cas dans nos rôles de dirigeants, on doit l'avoir, mais c'est parfois un peu facile de rejeter ça sur les dirigeants, et je pense qu'on peut se poser cette question-là aussi à titre individuel. Ah oui. Et donc, il y a un acte d'amour, il y a le fait d'y aller avec son cœur, tu as utilisé le terme de radical love, il y a le Oui, côté d'être dans l'action, oui, l'effort, tu as parlé de la valeur du travail, le côté win-win, collaboration, oui, et le côté qualitatif, faire mieux plutôt que de faire plus, et faire mieux, oui, je pense aussi faire du bien, faire des choses utiles, oui, etc. oui. C'est magnifique, c'est une belle philosophie de travail. Est-ce que c'est de l'utopisme? Euh, Bah, l'utopie, pour moi, dans sa définition, voudrait dire que ça n'existe pas et que ça ne pourra pas exister. Et je pense que à certains endroits, à certains moments,
euh, ça existe. Je pense que, par contre, effectivement, j'ai une posture qui est un peu idéaliste. Idéaliste. Et je pense, et je l'assume, je pense que l'idéal me mobilise et peut mobiliser les gens autour de moi. Euh, je pense par contre, et ça a été pour moi quelque chose que j'ai observé et qui m'a beaucoup attristé, mais qui était une très belle leçon, je pense qu'avoir une belle posture et être mobilisé par un idéal ne suffit pas. Ah bon? Oui. Et je crois qu'il faut s'assurer que on délivre des résultats. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la seule chose qui pourrait être noble, c'est de maintenir un idéal tout en délivrant des résultats. Le fait de faire la promotion d'un idéal sans délivrer des résultats, pour moi, ne marche pas, c'est pas OK. Ok. Et je crois qu'il y a eu de très très beaux leaders qui ont effectivement eu des postures admirables, que ce soit au niveau politique ou économique, mais qui, euh, et ne me demande pas de citer des exemples parce qu'on pourrait se disputer sur chacun d'entre eux pris individuellement, mais je me réveille le matin en me disant, en fait, j'ai un facteur d'hygiène, c'est délivrer les résultats attendus, et j'ai un supplément qui est de le faire de la bonne manière. Oui. 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 Voilà. À ce titre-là, tu as vraiment trouvé, je pense, la bonne maison chez IBA, parce que je pense que ça a été souvent le moteur de travailler à un idéal, à commencer par le fondateur, Yves Jongen, et quelqu'un qui a quand même l'art de faire des choses que d'autres pensent impossibles, hein. Donc IBA est une société qui est Business as a Force for Good native. Et c'est effectivement grâce à des gens comme Yves, comme Pierre, comme Olivier, qui ont même structuré la société pour que ce soit permis. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là, structurer la société pour que ce soit permis, c'est sur quel élément? je pense que dans le cadrage de la raison d'être, le cadrage de la valeur, des valeurs, le fait d'être multi-stakeholder approach, c'est-à-dire de dire, mais dans chacune de nos décisions, on doit tenir compte des différentes dimensions d'impact, le patient, le client, la société, les investisseurs, évidemment, qu'on n'oublie pas, mais et les employés. Donc, et ça, il y a un acte de constitution, donc il y a eu du constitutionnalisme là-dessus, mais il y a aussi une structure d'actionnariat qui l'incarne et qui permet de s'assurer que la Constitution est bien protégée. Et après, il y a de la pratique au quotidien qui fait qu'on essaie de faire vivre ça. Oui. Ouais. Tu peux en dire un petit peu plus sur ce qu'il y a de particulier dans l'actionnariat qui rend ceci possible? En fait, la société IBA est en partie détenue par ce qui est appelé Sustainable Anchorage et qui est euh, un holding d'ancrage euh, dans les valeurs et dans le projet, avec la beauté que cet holding est en partie détenu par des employés, par des managers, par des leaders, euh, ce qui permet en fait de s'assurer que les porteurs du projet entrepreneurial IBA euh, sont actifs dans la société et sont aussi les garants des valeurs et du projet. Oui. On m'a souvent posé la question dans le passé, tiens, pourquoi il n'y a pas plus de sociétés comme ça en Belgique? Tu crois que ça tient à ça, à cette structure d'actionnariat et d'ancrage? J'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question, si ce n'est simplement que euh, quand, et j'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup. Quand on est actionnaire d'une société, en fait, c'est aussi un acte important. Mhm. Euh, et, et, euh, et je pense que dans ce cas-ci, les actionnaires ont pu poser une mission ou un projet de société qui était équilibré sur les différents stakeholders. Il, il se peut que dans d'autres sociétés, ce soit moins équilibré, ou en tout cas qu'on se dise que le résidu sec de ce que la société produit, c'est finalement une rentabilité financière. Euh, et donc voilà, ici, il se trouve que la décision a été prise de l'articuler comme ça. Oui. Je me souviens de Pierre Mottet, donc le président du conseil, qui avait un jour, je pense que c'était lors d'une assemblée générale ou d'un anniversaire qu'on fêtait de la société, dit, mais on peut quand même pas
conduire nos enfants à l'école en espérant un monde meilleur pour eux demain, puis aller à notre travail et travailler à autre chose. Finalement, on a des responsabilités et on a le choix. Oui, oui, je crois que ça nous habite tous. Et il y a d'autres sociétés, comme tu sais, j'aime beaucoup Patagonia, qui effectivement, j'avais rencontré le DRH, qui disait qu'ils avaient une crèche sur le campus de l'entreprise qui allait jusqu'à, je crois, 6 ans, en disant, ben voilà, quand, quand, quand on travaille, on les voit passer, jouer dans le jardin, et ça nous rappelle aussi pourquoi on le fait, où sont ancrées nos convictions. Je sens que c'est utile pour moi quand même de dire aussi qu'une fois de plus, pour moi, c'est pas une licence à la médiocrité. euh, et au contraire, comme je te le disais, je crois que ça demande un engagement encore plus fort, qui est de délivrer le résultat, euh, tout en gardant cette approche multi-stakeholder. Euh, Moi, ce que je trouve enthousiasmant par rapport à ça, c'est que ça demande de gérer le problème sur plusieurs dimensions. Euh, et je trouve que c'est intellectuellement très, 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 très stimulant. Et voilà. C'est tenir compte de la complexité du monde, finalement. C'est ce monde du et dont tu parlais précédemment. Et c'est people plus performance, comme ça a été mis en lumière dans des Oui, études, notamment de tout McKinsey. à fait. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Effectivement, c'est pas parce qu'on est orienté people ou purpose qu'on n'a pas le devoir aussi d'être performant par rapport à nos stakeholders. C'est très logique, mais c'est vrai que c'est vite dit. J'aime bien quand il dit c'est pas une licence à la médiocrité, donc il n'y a pas les boîtes qui sont d'un côté performantes et de l'autre côté les boîtes qui sont people ou Oui, stakeholders. oui. Alors, et d'autant plus dans ce cas-ci, puisque en fait, notre engagement vers la sustainability nous demande d'être efficace, ajusté, malin, que le côté humain, en fait, nous permet d'aller chercher un surcroît d'engagement, de motivation, euh, et que donc, en fait, non seulement c'est les deux, mais l'un sert l'autre et l'autre sert l'un. Oui. Oui. Donc c'est très synergétique. On est là sur le domaine finalement de la culture d'entreprise quand on parle de ça. Est-ce que c'est ça la culture d'entreprise ou c'est encore autre chose, la notion de culture d'entreprise? Donc, on sait tous les deux qu'il y a à peu près 6500 livres qui ont été écrits et qui sont encore en vente sur Amazon sur c'est quoi la culture d'entreprise. Donc mettons-nous d'accord qu'il n'y a pas une définition qui bat les autres. Moi quand je réfléchis à la culture d'entreprise, je réfléchis de trois manières. Je me dis, un, c'est l'attitude générale des individus qui sont dans l'entreprise. On sait tous que dans certaines cultures, tu vois quelqu'un en réunion et tu dis, ah oui, lui, c'est quelqu'un de telle entreprise, il se comporte vraiment comme... Et donc je pense qu'il y a vraiment une question d'attitude. J'aime aussi dire, et c'est pour moi le deuxième aspect, que c'est la manière dont on se comporte les uns avec les autres. Et donc la nature de nos rapports, euh, en ce compris le langage qu'on utilise les uns avec les autres, la manière dont on pose les actes de management les uns avec les autres, pour moi c'est un élément euh, culturel important et on peut prendre plein d'exemples. Un élément moins populaire, et qui est pour moi le troisième élément de la culture, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on s'interdit. Mhm. Et quand je dis qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on s'interdit, euh, je, je pense il y a vraiment un élément de qu'est-ce qu'on s'interdit. Je crois je crois que euh, on se forge dans ce qu'on exclut comme type de comportement. Et, euh, et donc voilà. Donc pour moi, c'est les trois éléments. Je suis ravi de développer avec toi ce qui serait utile pour les Dans, gens qui nous écoutent. dans un podcast précédent, on a eu Pierre Matelard, qui est Mhm. le Chief People Officer de EVS, bien connu à Liège, et qui lui disait, finalement, notre culture est définie par le pire comportement qu'on tolère. Et je trouve ça pas mal dans le sens où ça rejoint ton C'est tout troisième à fait point. bien. Ouais, c'est très bien. Et donc C'est il très dit, bien. si en tant que management on tolère ça, ben c'est ça qui met le niveau bas de notre culture, quoi. Donc ça c'est OK, Ouais, ça c'est notre culture. Donc on doit protéger l'organisation contre ces pires comportements ou les ouais. suppresser, les réguler, etc. Je trouvais ça pas mal, effectivement. Alors quand on a une culture forte,
Euh, Comment ça se passe quand on rencontre d'autres cultures, par exemple, quand on est des clients ou des fournisseurs qui n'ont pas nécessairement le même mode de fonctionnement? Est-ce que ça peut poser parfois des tensions avec nos stakeholders? Je n'y ai pas pensé comme ça, mais je suis ta question. Euh, et ayant travaillé, habité dans plein de pays différents, euh, je, je, je remarque que pour éviter que ça crée des difficultés, je pense qu'il faut être capable de faire deux choses. Il faut être capable d'être curieux de la culture de l'autre, Mhm. parce que ça explique parfois certains comportements qui pourraient nous heurter, ou certains comportements qu'on pourrait simplement ne pas comprendre. Euh, et pour moi, la deuxième chose, euh, c'est qu'il faut être vraiment capable de faire preuve de beaucoup de, il faut être capable d'expliquer. Donc je pense qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une question de dialogue. Donc il faut être capable d'être curieux de la culture de l'autre et il faut être capable d'expliquer sa propre culture. Et donc je pense qu'à partir du moment où on rentre dans une dynamique où on essaie d'être plutôt curieux, je crois qu'on ne se heurte pas à des difficultés. Maintenant, il faut reconnaître que entre des Belges et des Américains, il y a énormément de différences culturelles. Entre des Belges et des Français, il y a énormément de différences culturelles. Entre une société comme Bipost, McKinsey ou IBA et d'autres clients fournisseurs, il y a des différences culturelles notables. Je ne, je me suis jamais heurté à ça comme étant quelque chose de tout à fait bloquant, mais il faut reconnaître qu'effectivement, il faut de la curiosité et de la capacité d'adaptation. Oui. C'est certain qu'on ne parle pas d'une ambition ou d'un projet de la même manière en Chine qu'on le ferait en Belgique, qu'on le ferait aux États-Unis. Ça va nous amener à faire un petit détour par les États-Unis, puisque tu as habité et tu as eu un rôle de leader important aux États-Unis. Euh, je sais que tu es capable de décrire en mots assez simples finalement ce que tu as vécu comme étant différent et ton analyse des différences culturelles. Donc, ma lecture, c'est que les Américains restent un pays de pionniers qui aiment les grands rêves et les grandes ambitions, euh, et que donc ils se mobilisent autour de grandes aspirations et de grands projets. Ils ont mon expérience, c'est que dans le travail, ils ont une moins grande préoccupation pour les risques, parce qu'ils croient dans leur capacité à s'adapter et à ajuster. Et donc je dis toujours que Kennedy était américain et que c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre un homme sur la Lune, parce que quand il a fait son speech de The Man on the Moon, bah, dans la culture américaine, ça marche super bien, parce que tout le monde se dit, bah, on ne sait pas encore trop comment on va faire, mais c'est une super Oui. aspiration et on va se mobiliser. Je pense que si Kennedy avait fait le même discours dans un pays comme la Belgique, où on a une culture d'ingénieur, on a besoin de comprendre, on a besoin d'articuler, on a besoin de concret, euh, et on doit pouvoir faire le calcul et échafauder quelque chose de solide avant de pouvoir se lancer tout à fait. Je pense que ça ne se serait probablement pas aussi bien passé. C'est intéressant, c'est vrai quand on travaille avec des Américains, il y a très peu de yes but. Il y a très peu. Alors ils ont appris à poser des questions, dire ah tiens, et comment tu vas faire? Hein, plutôt que de dire ben ça marchera pas. Et donc l'esprit critique qu'on a appris de notre côté de l'océan, où on est valorisé finalement pour avoir pensé à ce qui ne pourrait ne pas aller. J'ai Ouais, l'impression que là-bas on est plutôt valorisé pour dire tiens, mais ouais, aide-moi à comprendre et valorisé sur la curiosité. ouais. Et avec des très bons effets et des effets pervers des deux côtés. Et puis, moi, ce que j'observe aussi, c'est que voilà, on a quand même une valeur fondamentale en Europe, presque implicite, qui est la solidarité. Et aux États-Unis, pour moi, la valeur fondamentale implicite, c'est celle de la liberté. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est pour moi très, très important dans leur culture et que je respecte. C'est la soif de liberté comme une valeur première. Oui, mais c'est pas pour rien qu'il y a la statue de la liberté à l'entrée Voilà. des États-Unis quand on vient de chez nous. Hein, oui. Et donc c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de choix, enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui pour moi sont à la source de la culture américaine qui est liée à cet élément de liberté et qui est probablement même à la source de la création de la nation américaine au départ. Qui va même jusqu'à une plus grande liberté de la proportion à laquelle on contribue à la solidarité. Hein.
la manière dont les systèmes sont organisés là-bas. Oui, Donc, c'est mon choix d'être solidaire. oui. Donc, ce serait une simplification, pas juste que de dire que les Américains ne le sont pas, mais souvent, c'est de leur propre initiative. Mhm, mhm. Très intéressant tout ça. Alors, on a parlé donc de la culture d'IBA, le côté multi-stakeholder, on a parlé aussi des cultures internationales. Euh, on n'a pas encore beaucoup parlé de l'intelligence collective. Or, je sais que ça fait aussi partie des choses qui se pratiquent et dans lesquelles on croit chez IBA. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? En tout cas, ma conviction managériale, c'est comme je te le disais au départ, c'est de dire le, le, le génie ne se trouve pas nécessairement dans le management ou dans le top. Euh, le, le, le génie se trouve dans la collectivité et dans l'organisation. Euh, il y a des très bons, il y a des très bons livres qui ont été écrits là-dessus. Le patron qui voulait pas être patron ou le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui sont d'ailleurs justement pas des utopies. Le bouquin de Fred Laloux est basé sur en fait des entreprises qui ont mis ce genre de choses en place euh, et qui ont permis effectivement de rencontrer des succès resplendissants. Alors, qu'est-ce que ça dit finalement? Ça dit, si tu prends les principes d'intelligence collective dans le livre de Fred, ça dit trois choses. Ça dit, il faut créer un environnement dans lequel les gens peuvent se sentir pleinement eux-mêmes. The C'est whole une name. belle autorisation à être eux-mêmes. Et il y avait un patron de banque qui m'avait dit, Henri, je comprends pas quand je rencontre mon patron d'agence au foot le week-end parce qu'il est président du club où mes enfants jouent. Il me semble être un leader charismatique, resplendissant, incroyable, etc. Et quand je le croise à la banque, il a l'air complètement éteint. Qui me vole de cette partie de leadership que ce gars a et que je n'ai pas? Alors la réponse était évidemment, ben, c'est toi, hein. Mais ce qu'il n'a pas trop aimé à l'époque. Mais donc pour moi, ce premier principe, hein, qui est de créer des environnements où les gens peuvent être eux-mêmes, et là-dedans, tu mets tous les aspects de diversité, d'inclusion, Oui. de manière dont on tient, dont on permet finalement et on permet aux gens d'être pleinement eux-mêmes. Le deuxième principe que j'aime beaucoup, et ce principe de dire, mais on essaie de pousser finalement la prise de décision, la prise d'initiative le plus proche en fait des personnes qui font le boulot et qui sont vraiment au courant. Le principe de Euh, subsidiarité. oui, alors c'est toujours vu comme étant un peu soft, mais pour moi, c'est dans l'autre sens, ça veut aussi dire faire coïncider les indicateurs de performance des équipes avec ceux de la société, les vraies contraintes réelles, qui sont ce que demandent les clients, ce que demande le marché, les contraintes de rentabilité. C'est prendre la posture inverse du patron qui, euh, lui, connaît les règles du jeu, hein. Il sait le jeu auquel on joue, il connaît les règles du jeu, il sait quel est l'état du score, mais il est le seul à le savoir. Et après, il y a des gens qui jouent sur le terrain, mais qui ne savent jamais vraiment si ils gagnent ou s'ils perdent, s'ils sont dans les règles ou pas dans les règles. Donc c'est vraiment de créer de la clarté autour de ça pour pouvoir laisser le talent s'exprimer. Et le troisième principe est de faire de la société quelque chose qui n'est pas destiné dans une salle de réunion avec des membres du conseil d'administration, mais s'assurer qu'on fait de la société quelque chose qui correspond à la somme des aspirations collectives des gens qui y travaillent. Tu vas me dire, oui, mais ça, c'est très ambigu. Mais il y a plein d'exemples assez émouvants de dire, ben, dans la gamme de produits de Decathlon ou dans la gamme de produits de boîtes comme Patagonia, où en fait, finalement, ils décident de lancer des nouvelles lignes parce qu'en fait, il y a tout un groupe d'employés qui est totalement passionné par le sujet et qui a envie de porter le projet. C'est pas en ayant fait une analyse de marché euh, avec un consultant externe qui vient ensuite plaquer telle ou telle idée, mais c'est vraiment fait euh, avec, avec la somme des envies et des aspirations des Oui. employés, ce qui permet évidemment de court-circuiter tout le travail assez lourd de conviction, de création, de buy-in, etc., puisqu'en fait, c'est porté d'emblée. Donc moi, j'aime bien ces trois principes. Euh, donc, C'est quelque chose qui est parfois c'est... mal compris parce que j'ai Ouais, entendu de Fred Laloux lui-même que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader.
Ça ne veut pas dire que le leadership disparaît de l'équation. Et je paraphraserai ces mots en disant, il me semblait qu'ils disaient plutôt non, il n'y a pas de monopole de l'initiative qui appartient au leader. Donc on crée plus de place à plus de prise d'initiative de plus de personnes. Il n'y a pas le monopole des bonnes idées qui est là en haut de l'organisation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes de leadership qui accompagnent aussi ce type d'organisation. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Ouais, donc, dans, euh, d'abord, je tiens à dire que euh, pour moi, c'est la meilleure manière de prendre soin d'une entreprise et de la gérer pour la performance et l'engagement. Une fois de plus, hein, parce que pour moi, ça résout cette imperfection économique entre la disponibilité, entre faire correspondre les unités de génie, d'initiative, de connaissance, de maîtrise, avec les besoins. Ça permet de mobiliser ça à bon escient. Si le dirigeant d'entreprise dans son rôle doit tout le temps faire l'architecture de qui on va aller, à qui on va aller demander quoi, quand, il y a quand même pour moi beaucoup de possibilités d'échec. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, moi, ça me rassure de me dire qu'on fonctionne comme ça, parce que je sais que le système vivant va faire émerger les bons traits de génie au bon moment. Euh, la question en fait du rôle du dirigeant dans ce genre de truc reste pour moi quelque chose qui est mal couvert, mal expliqué, parce que en fait pour créer de l'adhésion, la plupart des bouquins ou des postures qui ont été prises étaient un peu une posture qui, et je l'ai déjà dit à Fred, je l'ai déjà dit à Fred, qui se moque un peu du dirigeant traditionnel. Oui. Hein? En disant, oh, tu fais des budgets, etc. Et ici, dans le cas d'espèce, je pense qu'effectivement, il faut aussi prendre soin du rôle de dirigeant. Je ne sais pas si c'est vraiment leader, soit dit en passant, mais je crois que diriger, un dirigeant, c'est un rôle. Mhm. Et effectivement, il faut réécrire avec le dirigeant le script de ce rôle. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ben, plutôt que d'être dans la résolution de problèmes ex post, on travaille plutôt sur la posture du jardinier. Hein, c'est en fait de créer des bonnes conditions. Et du coup, c'est plutôt passer son temps au début pour définir le problème, définir la question, créer les bonnes conditions, mobiliser les bonnes personnes, et ensuite laisser émerger euh, ce qu'il faut. Et donc ça c'est un rôle tout à fait complet et tout aussi exigeant qu'un rôle de dirigeant traditionnel. Euh, une des choses aussi, c'est d'être capable de maintenir le cadre, et notamment le cadre de performance, parce que une fois de plus, une des simplifications, c'est de dire que ce genre de système d'intelligence collective, en fait, renonce à la performance et que c'est un peu du grand n'importe quoi. Moi, je ne crois pas du tout. Et au contraire, pour moi, c'est d'être capable de réduire la distance entre les prérogatives de performance de la société et les équipes sur le terrain. Il y a pas mal d'exemples dans le retail où ça a été très très bien fait pour que l'employé sur le terrain comprenne en fait c'est quoi les enjeux de performance et puisse les co-gérer avec le dirigeant. Un autre élément pour moi du rôle du dirigeant qui est parfois mal explicité, c'est de s'assurer que le système ne crée pas de dommages, parce que quand on crée vraiment de l'intelligence collective et qu'on met les équipes en puissance, en fait, ça peut créer de la pression en fait supplémentaire entre les employés et où le dirigeant ne joue plus nécessairement le juge-arbitre en permanence. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a un cadre qui permet de mettre tout le monde en sécurité dans ce genre de dispositif. Oui, c'est ça, c'est créer de la protection. Et on sait que le leader, quelque part, c'est lui qui est le garant du cadre. En tout cas, il garantit. Je pense que dans le rôle du leader ou du dirigeant, comme tu préfères le dire ici, Ouais, euh, il y a donné la garantie que le cadre sera respecté. Sinon, ça crée beaucoup d'insécurité. Si on crée du cadre mais qu'on dit ne doit pas être respecté, le cadre, ça peut être les valeurs, ça peut être les méthodes de travail, sur quoi on s'est mis d'accord finalement pour bien travailler ensemble. On dit dans ce genre de système que le dirigeant, il se rapporte garant. C'est-à-dire ouais. qu'il intervient Et, aussi quand il voit qu'on dévie du cadre. le, et, et donc, si je regarde la manière dont nous, ici chez IBA, on travaille là-dessus, c'est vraiment créer du sentiment d'égalité intrinsèque
dans les équipes. Mhm. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, que tout le monde peut être dans sa puissance, que tout le monde est compétent, que tout le monde apporte quelque chose. Donc c'est pour moi presque une déclaration universelle des droits de l'homme, premier article appliqué à l'entreprise, et en faisant le présupposé qui doit être juste, que chaque personne qui est engagée, qui fait partie de l'équipe de collaborateurs est génial, apporte quelque chose, peut être dans sa puissance. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est pour moi de faire travailler tout le monde essayer de s'assurer qu'on a un maximum de personnes qui sont dans leur ikigai, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles aiment faire, ce qui est utile pour la société. Et laisser la possibilité, et c'est le troisième pilier pour moi, aux équipes, la possibilité d'autodétermination, euh, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un impact, une influence importante sur leur environnement de travail, sur les enjeux qu'ils traitent. Alors, certains me diront, oui, mais bon, ça paraît quand même très ambitieux et une fois de plus un peu idéaliste. Moi, quand on me dit ça, je réponds toujours, prenons le contraire et voyons si on est OK avec le contraire. Moi, j'aurais beaucoup de mal à le voir à l'inverse. Hein, de partir d'un présupposé, je ne pourrais pas me résoudre à me dire que, qu'il y a un principe d'égalité intrinsèque, en fait, il y a des gens qui valent plus que d'autres et qu'on a des gens qui contribuent un peu moins et qui contribuent un peu plus. Je trouve d'un point de vue RH, ce serait quand même une très grande défaite. D'un point de vue RH, de nouveau, l'idée de se dire qu'en fait, on a des gens qui travaillent dans les choses qu'ils n'aiment pas faire, pour lesquelles ils sont pas tout à fait compétents ou qui sont inutiles pour la société, je trouve que ce serait de nouveau un aveu d'échec terrible. Et sur l'autodétermination, je pense que ce serait euh, compliqué en tant que dirigeant de se dire on- on se passe en fait de cette prise d'initiative et de cet engagement en micro-manageant les gens et en leur demandant d'être un peu un rouage dans une grande machine. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut C'est- créer comme tension, comme difficulté? je pense que la première difficulté, c'est que c'est vraiment une autre manière de fonctionner, mais qui n'est pas nécessairement plus facile. Euh, et donc, comme on l'évoquait, je pense que ça demande d'être très clair sur les contraintes de performance, par exemple. Mhm. Euh, et donc, il y a des exemples ultra documentés où il y avait cette boîte française qui avait des concurrents chinois et où en fait, ils ont partagé ensemble le fait que, que si on produisait tel équipement pour un coût qui était supérieur à X ou Y, en fait, la société allait être en faillite et, euh, et qu'il fallait trouver une manière collective ensemble de gérer la contrainte du prix de revient de cet équipement. Euh, et donc, je pense que avoir ce discours-là, qui est un discours qui est pour moi l'inverse du paternalisme, hein, qui est vraiment responsabilisant, qui fait confiance sur la capacité de tout le monde de pouvoir recevoir en fait ce discours. Et ça peut être des choses sur des niveaux de rentabilité à atteindre, ça peut être des éléments sur des délais à respecter, ça peut être des challenges à poser sur des questions de qualité. Euh, donc c'est des choses qui sont assez dans le dur hein, du fonctionnement d'une entreprise. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important de pouvoir faire et articuler euh, et qui est pas toujours facile à faire. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je pourrais tout à fait voir comme un des défis. C'est-à-dire qu'on ne protège pas Euh, les gens de la réalité, y compris ce qui est difficile, contrairement au exactement. paternalisme qui a tendance à dire, vous inquiétez pas, si vous vous soumettez à moi, je vais vous protéger, toute une série de choses, mais qui font pourtant partie de la réalité, quoi. Ouais. Et donc ça, une fois de plus, parce que les gens qui n'aiment pas ce genre de méthode plus Y hein, de manager, Y dans te la théorie de McGregor, hein, c'est la voilà, théorie Friedman. diront que oui, mais que c'est un peu tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment l'inverse. Mais ça nécessite une fois de plus un travail euh, vraiment où être très précis sur le contrat de performance. Et quand je dis précis, c'est qui correspondent au plus juste aux vraies contraintes de performance de l'entreprise qu'on porte alors ensemble. Un des éléments qui est aussi typiquement compliqué, c'est que ça va faire émerger euh, de manière assez claire les gens qui ne contribuent pas en fait. Ah, comment? Parce que comme dans toute entreprise, il y a des gens qui n'arrivent pas à être dans leur ikigai, il y a des gens qui pour des raisons pour des raisons de vie ou d'aspiration, enfin oui, voilà, qui ne fonctionnent pas dans leur ikigai, qui ne sont pas dans leur puissance.
qui du coup ne portent pas leur part du travail collectif. Et je parle pas de gens à qui ça peut arriver temporairement, mais ce sera assez visible pour la communauté, en fait. Ce sera assez visible pour la communauté. J'avais des clients à mon époque de consultant qui, pour cette raison-là, ne l'avaient pas fait en disant en fait on a peur que la pression du groupe soit plus forte que la pression du patron et que ce soit too much. Ok. Oui, donc ça peut être une limite à laquelle on peut se retrouver Ouais, confronté en conséquence. Oui, tout à fait, oui, tout ah, à fait. bon, oui. Ah, oui. Super intéressant, évidemment. Ce sont des modes alternatifs ou des modes nouveaux de gestion. Quoique, on disait que ça se base pas mal sur la théorie X et Y de Douglas MacGregor, qui est quelque chose qui date quand Mhm. même des années 60. Hein. C'est pas du tout récent. Alors moi, parfois, je me demande ce qui a pu se passer entre, parce que ces fondements donc là, qui ont été prouvés à ce moment-là, il y a beaucoup d'autres choses qui ont pu se passer dans le monde du business depuis, et puis il semble qu'on revienne dans certaines entreprises à ça, cet aspect plus ou moins de l'entreprise. Et ça a été d'ailleurs très bien décrit dans un livre de Vincent Lennart, qui est, comme les auditeurs du podcast s'en sont rendus compte, une de mes références. C'est le management hybride, et où Vincent Lennart parle plutôt que d'opposer une entreprise qui serait plutôt X, c'est-à-dire plutôt top-down, pensant qu'il faut mettre des choses en place pour que les gens travaillent, parce que si on fait rien, ils ne travailleront pas. Une entreprise Y qui est plutôt basée dans ce que tu décris, hein, d'un monde plutôt basé sur la confiance, l'autodétermination, etc. Donc le fondement que si les gens font des choses qui sont dans leur ikigai ou des choses qui leur conviennent, ben, ce sera qualitatif, ce sera bien fait, et ce sera à la rigueur même pas un gros effort pour eux que de se mettre à faire ça. Et Vincent Lénard parle d'un curseur disant il ne faut pas spécialement croire qu'il y a des entreprises complètement X ou des entreprises complètement Y. Dans certaines situations, il vaut mieux les gérer de cette manière-là. Et dans d'autres situations, il peut encore y avoir des choses top-down qui doivent être décidées. Et c'est OK de faire coexister les deux mondes. Oui, et c'est important de le dire, donc merci. Je pense il y a pas de méthode qui fonctionne comme un train sur des rails. Euh, pour moi, ça reste quand même du monocycle sur un ballon. On doit toujours ajuster le, euh, est-ce que l'exigence de performance est féconde ou stérile, Mhm. hein, dans tel et tel domaine, ou est-ce qu'on va un peu trop loin? Est-ce que la solidarité, la bienveillance et la mise en puissance euh, est de une fois plus féconde parce que elle crée le bon niveau d'engagement, elle va chercher l'intelligence et le trait de génie chez la bonne personne au bon moment, ou est-ce qu'au contraire, elle crée un environnement où les gens se laissent aller euh, et perdent la connexion avec la raison pour laquelle ils sont dans l'entreprise, qui est de travailler et de produire du bien commun. Ça, comme je dis toujours, c'est pour moi c'est du monocycle sur un ballon. Ça demande un ajustement, une recherche d'équilibre en permanence. Je sais que c'est pas populaire parce qu'on aimerait tous pouvoir écrire un livre avec 4-5 recettes de succès facile. Je crois pas que ça marche pas comme ça. Non, on n'est pas dans les choses simples dans le sens, il y a une complexité effectivement. Enfin, j'aime bien ton Voilà. image de monocycle sur un ballon, c'est très bien dit. Euh, Comment, au milieu de tout ça, Henri, tu arrives à rester performant dans le long terme? Comment tu gères ton énergie? Est-ce que tu as des routines de vie ou des routines de travail qui te permettent de prendre soin de toi comme personne aussi? Ouais. Donc c'est un gros sujet. C'est un gros sujet pour moi dans la mesure où et tu le sais, et je pense que tout le monde le sent, c'est que quand on assume une responsabilité, moi j'appelle ça ultimate caretaker pour une société, euh, on doit être présent en fait, hein. On doit être présent mentalement, émotionnellement et physiquement, euh, et que donc ça fait pour moi partie du job que d'être capable de le faire euh, et d'être chargé un maximum de pourcents. euh, euh, et pas comme un iPhone qui, au bout de 4-5 ans, ne charge plus vraiment et ne tient plus vraiment la journée. Alain Goudsmet, qui est Oui, quelqu'un de tout à fait remarquable et qui a écrit ce superbe livre, Athlète d'entreprise, disait oui. toujours qu'il fallait travailler sur ces trois batteries. Je pense que euh,
moi, si tu, et qu'on n'est jamais aussi fort que sa batterie la plus faible. Donc moi, j'ai une routine pas du tout passionnante que je ne te raconterai pas du coup, mais sportive pour être tout à fait carré sur ma batterie physique. Et je renonce aussi à beaucoup de choses. euh, parce que je fais le choix de mon rôle chez IBA, donc je renonce à une partie de vie sociale, de dîner et de choses comme ça. Je fais des choix très très conscients pour pouvoir maintenir ma batterie physique, mais c'est presque la plus simple. Je pense que pour la partie batterie mentale, qui est évidemment très sollicitée dans un job comme celui-ci, ce qui me semble important pour moi, c'est que euh, depuis que j'ai pris des rôles exécutifs, je réalise que pour sauver sa batterie mentale, c'est plus une capacité de débrancher, Oui. parce que, parce que dans les jobs de consultant, en fait, on a trop à gérer, mais on est par défaut débranché et puis se branche sur une tâche. Il y a beaucoup trop de tâches, et donc on doit se brancher trop, mais ici, dans un rôle d'exécutif, on est par défaut branché, C'est-à-dire qu'on est puisque, dans ta responsabilité, qu'on soit le week-end, en vacances ou quoi, voilà. la Bah, récolter ne s'arrête c'est-à-dire pas. que moi, je pense, j'ai une routine qui pense tout le temps à ce que je suis censé faire, ce que je dois anticiper, ce que je dois pouvoir éviter. Enfin, je pense toujours à mon rôle chez IBA, et c'était comme ça avant aussi. Et donc, ce qui est très important pour ma batterie mentale, c'est trouver des moments de déconnexion. Et là, je trouve que être capable de prendre des jours de vacances, même si c'est parfois peu de jours, et faire une activité dans laquelle on est complètement accaparé. Donc pour moi, c'est le surf, le snowboard, euh, le VTT, enfin faire des sports un peu engageants. Euh, ça- 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 Donc moi, je choisis des sports qui m'empêchent de pouvoir penser à autre chose que le sport si je C'est-à-dire veux rester en qu'effectivement, sécurité. si tu es sur ta vague, occupé à surfer, si tu te mets à penser au Voilà. VR, probablement que tu tombes à l'eau. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, pour la batterie mentale. Aussi récemment, je remarquais que continuer à apprendre, en fait, hein, c'est-à-dire être, être on the receiving end et avoir des gens qui prennent soin de nous expliquer des choses, d'apporter des nouvelles choses, c'est quelque chose qui est très fort, qui recharge très fort ma batterie mentale. Mhm. Donc voilà. Et après, ben, il y a la batterie plus émotionnelle. Et ça, je pense que, en ce qui me concerne, c'est celle qui est la, la plus difficile en fait. Hein. Alors souvent les gens disent oui, mais il ne faut pas être émotif en entreprise. Moi, je crois très fort dans le, dans le, dans le fait que les émotions sont des alliés fantastiques dans l'entreprise. Et donc moi, j'utilise beaucoup mes émotions. Hein. La colère est la plus évidente parce que là, c'est quelqu'un ou quelque chose qui dépasse une limite et la colère est extrêmement mobilisatrice. Elle permet de déployer beaucoup d'énergie. Donc, j'aime beaucoup la colère comme émotion, bien utilisée, bien mobilisée, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Je pense que la peur est indicatrice d'un danger objectif et très bonne conseillère, donc ça ne devient pas de la terreur ou de l'anxiété maladive. Je peux t'expliquer en quoi mon team émotion est très utile pour moi dans ma vie quotidienne, mais ça coûte de l'énergie dans ces batteries. Et là, je pense que ma manière de recharger cette batterie-là, c'est plus de l'ordre de la méditation, de la lecture. C'est vraiment en méditant, en réfléchissant sur des choses plus poétiques ou spirituelles Mhm. ou philosophiques, que moi, ça me permet de, de recharger cette batterie émotionnelle. Ah, c'est intéressant, donc c'est une prise de recul aussi par rapport à tes Ouais, émotions. Donc c'est chouette que tu dises que tu les laisses s'exprimer. Moi, je pense il y a parfois une confusion entre quand on dit que quelqu'un est émotionnel, c'est que parfois la manière dont ses émotions s'expriment peut devenir disproportionnée par rapport à un environnement professionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir ses émotions et pas les mettre au service finalement de ce qu'on est occupé à faire. Et on parle de plus en plus d'alphabétisation des émotions, c'est-à-dire que les gens apprennent à mieux les comprendre. Et ça va d'ailleurs très bien dans les écoles. Moi, je vois avec mes plus jeunes enfants, ils sont beaucoup plus doués que nous pour comprendre les émotions. Ils mettent des mots dessus, ils apprennent ça à l'école, et c'est utile.
Et on peut rappeler à chacun que ça intéresse que finalement, les émotions, ce sont des indicateurs de quelque chose. Et tu l'as dit, quand la peur, c'est l'indicateur d'un danger. La colère, c'est l'indicateur qu'il y a un besoin de justice qui est pas rencontré. Donc quand on apprend à s'alphabétiser là-dessus, ben finalement, ce sont des indicateurs intéressants, nos émotions, parce que ça ramène à nos besoins, se dire, tiens, est-ce qu'il y a un de mes besoins de sécurité dans le cas de la peur, ou par exemple de justice dans le cadre de la colère? Euh, Ce besoin, comment je peux en prendre? Enfin, c'est une vigie de mes besoins, et ces besoins, comment du coup je peux en prendre soin, prendre conscience et prendre soin de mes besoins, puisque cette émotion, elle signale qu'il y a un problème au niveau de ce besoin-là. Ouais, Et donc c'est chouette oui, d'apprendre oui. à faire ça, quoi. Et une émotion mal exprimée ou exprimée de manière un peu excessive ne do- doit être quand même utilisée, parce que c'est vrai qu'on a tendance alors à dire don't be emotional et on jette ça à la poubelle. Moi, j'aime bien la notion de sentiment parasite. Il faut éviter les sentiments Oui. parasites, il faut éviter les émotions dont on ne fait rien. Alors, Euh, voilà. c'est quoi le sentiment parasite? Là, on va dans l'analyse transactionnelle, j'ai l'impression. Oui. Oui. Donc, tu vois, pour moi, le, le fait de ne pas faire quelque chose avec une émotion ou un sentiment est pour moi quelque chose du coup de perdu. C'est ça. Ok. Tu travailles avec un coach, Henri, sur ces choses-là? Je travaille avec une coach Oui. qui et j'ai une forme de contrat de coaching que je garde pour moi aujourd'hui parce il est lié aussi à ma fonction. Oui. Euh, mais et une fois de plus, tu vois ma posture. Moi, j'essaie pas de donner des recettes. Tout ce que je sais dire, c'est que c'est quelque chose de tout à fait essentiel euh, pour moi, sans que je puisse pour autant te dire comment ce sera essentiel pour moi dans 2 semaines. Dans la mesure où les besoins et le travail qu'on fait dans les séances de coaching individuel, environ une fois par mois, évoluent très fort en fonction des circonstances euh, et des besoins. Ah oui, oui. Alors, tu parlais des trois batteries, comme tu parlais de la batterie physique et du sport. J'avais une question qui me traversait l'esprit. On voit quand même pas mal de dirigeants d'entreprises qui font des sports pas extrêmes dans le sens classique du thème, mais des sports qui vont te chercher très loin. Euh, je sais que tu pratiques le triathlon, beaucoup de gens font des marathons. Qu'est-ce que tu as comme lecture de cette association euh, qu'on peut faire entre des dirigeants d'entreprise, des leaders, et cette volonté de pratiquer des sports d'endurance, mais qui vont chercher quand même assez loin. On met la barre très haut. Alors, tu vois, je me refuse à faire une théorie générale, en plus pour probablement des gens que je ne connais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'en fait, être dirigeant d'entreprise, de ce que je vois, c'est un sport qui est exigeant physiquement, hein, dans la mesure où euh, ben, tu te retrouves parfois dans des journées très très longues, avec évidemment mettre un point d'honneur que tu sois aussi frais dans le créneau de 10 heures que dans le créneau de 14h30 et aussi disponible physiquement, mentalement pour le call de 20h30, avec un client dans un autre fuseau horaire, etc. Donc c'est un sport de haut niveau, avec très peu de répit, hein, finalement. Tu as connu, enfin, tu connais ça, hein, avec un conseil d'administration qui se suit avec des annonces de résultats, qui se suit avec un deal ou une négociation à faire. Donc on est super sollicité. Et donc je dirais que euh, quand tu dis des sports, que des dirigeants pratiquent des sports où ils vont chercher loin. Je pense que le rôle de dirigeant est un sport qui nous fait aller chercher assez loin. Le paradoxe en ce qui me concerne, c'est que par exemple, moi, je fais du triathlon parce que euh, ça me permet de m'entraîner physiquement pour pouvoir être performant dans mon job. C'est ça. Ok. Euh, parce que, parce que la routine, qui est hyper évidente et super documentée, donc c'est une énorme. Ce que je vais dire est ultra trivial et un peu une platitude, mais c'est certain que quand on est physiquement affûté, et entraîné, ben, on est pour moi mieux préparé pour le rôle de dirigeant. Mais moi, je ne le fais presque que pour ça. Euh,
dans la mesure où si mon job était moins exigeant physiquement, je m'autoriserais probablement d'autres loisirs. C'est ça, intéressant. Merci, merci d'amener cet éclairage-là. Euh, la vie est faite de succès aussi, d'échecs, de prise de pied dans le tapis, d'erreurs. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais partager de ton expérience personnelle dans ce domaine-là et qui a servi à ton apprentissage? J'ai envie de partager avec toi pour moi, la chose que j'aurais voulu pouvoir corriger quelque part, euh, c'est qu'effectivement, j'ai comme moteur l'idéal et comme tu comprendras que c'est un peu le fil rouge de notre conversation aujourd'hui, j'ai vraiment croyance dans tout ce que l'humain peut apporter de positif, de brillant, d'ingénieux, de performant, de fort. Euh, et donc j'ai, à certains moments, pas été capable de voir, de juger, d'arrêter des personnes qui étaient pas dans le positif. Ah, ok. Donc on parle, tu sais, de l'effet Golem et de l'effet Pygmalion. Je pense que c'est Rosenthal, et, et qui dit, hein, et c'est assez facile, c'est de dire en fait, euh, les gens euh, les gens grandissent aussi dans ton regard positif et ça base sur cette expérience avec des rats où on avait dit, mais en fait, à deux groupes d'étudiants, vous devez leur faire un parcours et on avait dit à un groupe d'étudiants, vous avez des rats géniaux, puis on avait dit à l'autre groupe d'étudiants, vous avez des rats plutôt peu performants, alors que c'était à peu près le même groupe de rats et le groupe à qui on avait dit qu'ils avaient des champions avait largement battu le temps pour parcourir le labyrinthe. Moi, je crois très fort à l'effet Pygmalion, mais j'ai manqué de temps en temps d'une martingale de rappel, ce qui fait que j'ai eu affaire à des gens qui effectivement n'étaient euh, pas toujours aussi volontaires que ce que je leur ai voulu, pas toujours aussi honnêtes que je l'aurais voulu, etc. Et donc là, j'ai par idéalisme manqué un ou deux trucs dans ma carrière. Et donc c'était une bonne leçon de quelque part garder une double focale en fait, hein, donc de vraiment garder sur le long terme une vision positive, dans l'effet Pygmalion, mobilisatrice des 98% des gens qui veulent contribuer, veulent faire avancer, mais aussi garder un œil en fait hein, sur ceux qui portent pas leur charge, qui tirent dans le mauvais sens ou qui tirent contre ou qui pour des raisons X ou Y que je ne juge pas, manquent d'honnêteté. Ouais. Oui. Une citation de, je pense que c'est de Theodore Roosevelt, un des présidents américains qui a été grand, qui dit la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà, voilà. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu des talents, euh, ce que tu regardes chez les gens quand tu es en relation avec des gens, quand tu développes des équipes. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis pas 100%. Tu me fais réfléchir est-ce que j'ai une routine? Oui. Est-ce que j'ai une routine? Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, j'essaye de d'abord écouter. Et quelqu'un m'avait dit ne pas mesurer, mais observer. Donc, euh, donc chaque fois que j'en ai l'occasion, j'adore découvrir un collègue ou une équipe en voyant ce qu'ils font sur le terrain. D'ailleurs, c'est un de mes petits regrets chez IBA. J'ai commencé il y a 2 ans. J'ai pas encore suffisamment eu le temps d'aller sur le terrain. Dans d'autres jobs, je passais beaucoup de temps sur le terrain à observer. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je crois à moitié à la capacité d'un entretien hors sol, soit que ce soit d'évaluation ou de ou d'interview. Et je déteste, by the way, avoir la posture du type qui pèse des âmes comme ça et qui à travers deux questions soi-disant intelligentes, peut cerner quelqu'un. Donc je n'y crois pas trop. Donc j'adore écouter les gens raconter leurs histoires, ce qu'ils font. J'adore pouvoir observer. Je ne le fais pas d'ailleurs assez. Maintenant, qu'est-ce que je recherche? Pour les chiens de traîneau, on appelle ça will to go. Euh, et pour les chevaux, tu sais que j'adore les chevaux, je bosse beaucoup avec les chevaux, on appelle ça le mouvement en avant. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant de capter, euh, et tout le monde là, hein, donc c'est pas discriminant, mais qu'est-ce qui mobilise en fait? Qu'est-ce que les gens recherchent?
qu'est-ce que les gens, au sujet de quoi les gens sont curieux, de quoi ils ont envie. Euh, à côté de ça, j'adore comprendre ce qui indigne les gens. Parce que je pense que ce qui t'indigne indique beaucoup de qu'est-ce que tu peux faire et à quoi est-ce que tu peux contribuer. Après, je pense aussi que j'aime bien comprendre les capacités de résolution de problèmes. Et quand je dis ça, c'est en fait de comprendre s'il y a une adéquation entre la manière dont la société résout des problèmes et la manière dont la personne réfléchit. Il est évident qu'entre un consultant McKinsey, un dirigeant opérationnel d'une société de 23 000 employés en Belgique qui fait de la poste et quelqu'un qui travaille chez IBA, c'est pas la même dynamique de résolution de problèmes, mais je pense que la capacité de résolution de problèmes est extrêmement importante. Et alors, la troisième chose que je regarde quand même, c'est tout le langage non verbal, l'attitude. Euh, comme tu sais, on l'a déjà évoqué ensemble, moi j'aime beaucoup l'éthologie, j'ai beaucoup bossé avec avec les chevaux. J'ai été au contact de beaucoup de dirigeants dans des situations pas faciles. Et donc j'observe beaucoup les attitudes, les gestes. euh, et ce que je cherche, c'est pas un truc, hein. Ce que je cherche pour moi, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est-à-dire le fait de trouver de la cohérence entre le propos de la personne et son attitude générale. Génial. Euh, Ce qu'on appelle voilà. la Et congruence, congruence. l'alignement entre Et les voilà, mots, congruence. Ouais, l'attitude, les mots et les actions. oui. L'alignement, quoi. Et si tu me demandais ce à quoi je pense tous les matins en me levant, c'est quoi mon hygiène de fonctionnement? Mon hygiène de fonctionnement, c'est la congruence. Et parce que je sais que le manque de congruence crée de la défiance, crée du stress, qui est parfois très diffus, non dit. Euh, et donc c'est quelque chose auquel je m'efforce et auquel je suis hyper sensible et attentif. Euh, et on revient aussi à la notion d'ikigai, parce que quelqu'un Oui. qui est pas dans son ikigai va être forcément, va boiter hein, d'une jambe. Euh, et, et- et donc, euh, et donc voilà, c'est une longue réponse qui conclut sur le fait que j'ai pas une super routine que je pourrais te dire, tiens, j'ai une recette. Mais pour moi, j'adore voyager avec des collègues, aller voir ce qu'ils font, parce que je trouve que l'observation et l'écoute, c'est quand même une très chouette manière de comprendre comment les personnes fonctionnent, ce qui les mobilise. Pour moi, les capacités de résolution de problèmes sont quand même clés dans nos métiers, en tout cas dans les métiers auxquels j'ai été confronté, plus qu'une expertise profonde, technique, hein. Et le troisième aspect pour moi, c'est cette congruence. Et donc, je suis très attentif à la manière dont le discours et l'image, le son et l'image soient raccord. Oui, Ouais. oui. Ben, ça n'étonnera pas, je pense, les personnes qui suivent ce podcast. Hein. Ici, on Ouais. touche tout doucement à la conclusion, mais que la congruence est quelque chose qui est important pour toi par rapport à tout ce que tu as déjà pu énoncer plus tôt. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des tendances lourdes que tu vois venir vers les entreprises, vers le monde RH, vers le leadership? Bah, je pense qu'il y a il y a d'abord, il y a des très belles tendances, en fait, hein. Mhm. Il y a des très belles tendances euh, qui, et là, je prends ton sujet sur l'angle RH, parce que on a parlé beaucoup de leadership, mais je pense que des révolutions un peu comme strength-based, pardon, Oui. hein, de dire en fait, il faut arrêter d'essayer de compenser des lacunes ou des faiblesses dans le personnel, mais plutôt de trouver des manières de faire s'exprimer les forces et les talents des uns et des autres de manière beaucoup plus forte. On avait fait l'étude statistique hein, à l'époque où j'étais dans la practice Human Capital de McKinsey, et on avait vraiment tiré cette conclusion de manière assez robuste et scientifique que c'était contre-productif d'essayer d'amener tout le monde à une barre et qu'il valait beaucoup mieux laisser tomber deux, trois choses qui marchaient un peu moins bien C'est la et notion de d'accélérer spiky. le développement. C'est la notion de Spiky spiky. Leader. Spiky Leader Spiky. est une des notions et donc pour ceux qui nous écoutent, simplement on avait réalisé que
qu'effectivement, sur une échelle de 1 à 7, sur 5, 6, 7 critères de leadership, il valait mieux, on était parti du présupposé qu'il valait mieux avoir des all-rounders, des gens qui avaient à peu près 4 à peu près sur toutes les dimensions, et que donc s'ils avaient un 2, 3, il fallait les amener à 4, et puis s'ils étaient à 4, on pouvait respirer sur les autres dimensions. On avait vraiment vu que les gens qui faisaient la différence dans les entreprises, en matière de performance, de développement, etc., étaient plutôt des gens qui avaient des expressions très fortes dans 2, 3 dimensions, et pouvaient se permettre d'avoir des très très mauvais scores sur l'une ou l'autre dimension. Je trouve que c'est une tendance qui est plutôt, une fois de plus, hein, propice à de l'épanouissement. On ne demande pas à des girafes de se comporter comme des canards ou vice-versa. Je trouve que c'est une très belle tendance. Une autre tendance que je trouve très intéressante, c'est tout ce qui se passe dans le domaine digital, Mhm. qui pour moi réhumanise Ouais. le débat, et je le dis exprès de manière un peu provocante, mais j'ai vu tellement d'équipes RH passer, et de dirigeants passer des nuits entières à écrire des formulaires, à cliquer sur des boîtes, euh, à faire, faire des réunions d'évaluation qui en fait se basaient sur un certain nombre d'éléments factuels quand même un peu flous. Euh, je trouve que, notamment, on en parlait, hein, Fred, il y a des outils comme Q7, mais il y a d'autres plateformes digitales qui, pour moi, permettent de enlever le côté administratif inutilement lourd, ou d'avoir une base factuelle assez peu fiable. Ça permet d'enlever ces deux éléments-là qui se mettent dans le chemin de bonne discussion, de leadership development, et de revenir à l'essentiel et de passer du temps à parler euh, de la personne, et de ce qu'on peut faire pour lui ou elle. Je trouve aussi une autre démarche qui, je trouve, est tout à fait euh, chouette. C'est tout ce qui se fait en RH aujourd'hui en termes d'inclusion. Alors, je sais qu'on peut avoir un débat sur l'aspect diversité, et qu'il y a différents pays dans le monde aujourd'hui qui prennent des postures très, c'est polarisé, je pense, comme débat, mais je pense que la démarche d'inclusion, pour moi, reste une démarche euh, qui est, euh, qui est pour moi au cœur d'un fonctionnement juste dans une entreprise. Et on revient à la question qu'on avait évoquée plus tôt sur la curiosité, la gestion à travers les cultures, la gestion des biais. Et donc tous ces éléments-là sont quand même pour moi des éléments euh, tout à fait positifs. Je suis très, très intéressé parce que tu dis finalement la technologie a la potentialité de libérer du temps de toute une série de personnes pour ramener du qualitatif finalement dans le relationnel, c'est-à-dire faire des tâches à pas grande valeur ajoutée à la place des gens pour qu'ils puissent eux se focaliser sur l'humain. Ça serait un beau rêve par rapport à l'apport réel de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est recentrer les managers singulièrement sur Ouais, l'essentiel, c'est-à-dire sur l'humain. tout à fait. Ouais. Je parlais hier avec un grand DRH français, une société de 30, plus de 30 000 personnes, qui me disait que néanmoins, lui, il est inquiet ou attentif au fait que si on enlève toutes les tâches à faible valeur ajoutée, lui, il pensait que c'était important pour le cerveau aussi d'avoir de temps en temps des tâches un peu moins, où on est un peu moins dans le haut de tout ce qu'on s'est fait, parce qu'en termes d'épuisement, si on est concentré que sur des choses à très forte intensité intellectuelle, à très forte valeur ajoutée, parfois avoir des tâches un peu basiques, ça repose aussi. Donc il était quand même attentif à ça, à ne pas perdre ça de vue, qu'on ne peut pas toujours être dans des choses très sollicitantes intellectuellement, sinon il y a un risque d'épuisement. Oui, donc je comprends à la marge, mais je vois aussi quand même le risque. Et enfin, j'ai observé quand même que beaucoup d'entreprises abrutissent les collaborateurs et les dirigeants. Et donc, je pense que le risque d'abrutissement est plus important que le risque de fatigue par surstimulation de choses chouettes et positives. Je crois que si on regarde dans la masse, je crois que les entreprises perdent aujourd'hui plus de valeur en en faisant la promotion de systèmes abrutissants Ouais. que de risques de surstimulation. Chouette. Ben, merci Henri, je pense que on va tout doucement conclure ce podcast. On pourrait, j'ai l'impression, encore continuer comme ça longtemps, tellement l'échange est riche. Est-ce qu'il y aurait une idée que tu auras envie de transmettre ici aux auditeurs? Quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu dis, tiens.
Ça serait quelque chose que j'aurais envie de transmettre comme message. Je n'ai pas de grand gimmick. Je voudrais euh, peut-être simplement exprimer un souhait, si ça te va, Fred. Je, je, Quand je réfléchis à ma mission d'âme, en tout cas, et qui euh, a pris sa source dans beaucoup d'années d'observation de beaucoup d'entreprises, etc., j'aurais envie d'inviter tout le monde à œuvrer tous les jours pour créer des entreprises dans lesquelles les gens peuvent réellement s'épanouir et s'engager. Je, 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 je pense que particulièrement en Europe, on a besoin d'une industrie qui est forte. Euh, on a besoin d'une classe moyenne qui est satisfaite, qui est au travail, qui est positive. Et donc je pense que c'est un devoir d'État que de créer des environnements et des entreprises qui permettent ça. Et je trouve que c'est un noble rôle pour le dirigeant que de pouvoir faire ça. Et donc, je me mets au service de ça et j'espère continuer à rencontrer beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens-là. Si tu portes un regard sur le Henri, là, en tout début de carrière, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil? N'aie pas peur. En fait, je suis un mec flippé et j'ai eu beaucoup peur de beaucoup de choses, et notamment de la peur de pas appartenir d'être inadéquat. Euh, de, de- et, qui- et comme j'ai toujours eu une manière de fonctionner, de réfléchir, etc., qui était quand même un peu à la marge, mon expérience scolaire était compliquée, et donc j'ai eu très peur. Et j'ai un jour vu un très beau poème de Marianne Williamson, hein, qui m'accompagne beaucoup et qui est un long poème, mais dont les premiers vers sont quelque chose comme Our deepest fear is not that we are inappropriate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frighten us the most. Et ça, j'aurais aimé euh, lire plus vite parce que ça m'aurait permis peut-être de mieux euh, apprivoiser, gérer mon flip. Merci pour cette magnifique conclusion, Henri, et merci pour toute cette conversation. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.